Aujourd'hui, nous recevons Louis de Bonnecase et Louis, il est CEO d'Intercellar ou Intercellar comme on veut. Et le cellar en anglais, c'est le cellier. Et le cellier, c'est là où on préserve le vin. Alors, on va parler de vin, bien sûr. On va parler de sa marketplace Web3. On va parler de vin et spiritueux. Et puis, de ce qu'on appelle le figital, c'est-à-dire la relation entre un objet physique, une bouteille en l'occurrence, et un objet digital, un objet virtuel numérique. Et entre les deux, il y a bien sûr du NFT. Mais Louis va nous expliquer tout ça et comment on peut aussi investir dans ce domaine. Bonjour Louis, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Louis, j'ai une question. Je vais toucher un petit peu d'argent là dans les semaines qui arrivent. Et voilà, on voulait se diversifier. Parce qu'effectivement, même si on s'appelle NFT Business, on ne va pas tout investir dans les cryptos. Donc, on a pensé à l'or, on a pensé à l'argent, on a pensé à quoi ? À tout sauf au vin, en fait. Et quand on a décidé de faire cet épisode avec toi, je me suis dit, c'est intéressant parce que moi, je me souvenais du frère du Benjamin qui achetait des vins très chers. Alors, lui, ce n'était pas pour investir, c'était pour picoler. On dit déguster. Déguster. Mais il était toujours très frustré parce qu'en fait, les vins arrivaient pas toujours à destination en bon état. Parfois chauds, parfois secoués. Et donc, je me dis, tiens, oui, le vin, c'est certainement un bon investissement, mais comment être sûr que le vin arrive en bon état, puisque si j'investis, c'est pour le garder, le stocker et peut-être éventuellement le revendre plus tard, enfin certainement le revendre plus tard. Donc Louis, est-ce que tu peux répondre à mes questions ? Ouais, pour répondre à la question originelle qui est celle de l'investissement dans le vin, est-ce qu'on peut investir dans le vin ? Alors oui, tout à fait. On appelle le vin, on l'appelle l'or rouge. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de l'or jaune, l'or vert, l'or gris. Il y a plein d'or différents. Le vin, c'est l'or rouge. Donc c'est un investissement qu'on appelle un investissement alternatif. En anglais, on peut même dire un investissement swag, puisqu'il rentre dans la catégorie des silver, wine, art and gold. Donc, c'est vraiment des investissements qui sont alternatifs, dont on ne parle pas forcément, qui pourtant sont très intéressants. La petite particularité de l'investissement dans le vin, et par extension dans les spiritueux aussi, c'est que c'est un actif qui se consomme. Donc, c'est un petit peu dangereux comme investissement, puisque on ne peut pas consommer un lingot d'or ou autre, alors que le vin, on peut et on doit. D'ailleurs, c'est quand même la finalité quand même du vin. Le but, c'est de le boire et de partager un moment avec ses amis. Mais en effet, le vin est un actif à part entière qu'il convient en effet de stocker dans des bonnes conditions, puisqu'il est fragile. Le vin est encore plus fragile que le spiritueux d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'il existe plein de solutions de stockage. Alors, vous pouvez stocker votre vin à la maison. Ça peut être une possibilité. Ensuite, voilà, la meilleure condition de stockage, c'est directement chez le producteur. L'investissement dans le vin, voilà, puisqu'on parle de ça, il existe depuis très longtemps. Les Anglais, déjà à l'époque, ce qu'on appelle les primeurs, qui est une vente de vin avant que le vin soit mis en bouteille, je ne rentrerai pas dans le détail. En tout cas, ils achetaient une caisse de vin pour la consommation et une autre caisse de vin pour la revendre. Donc, c'est un système qui existe déjà depuis très longtemps. Et il y a un véritable marché secondaire qui s'est créé. On dit qu'en moyenne, alors là, je parle vraiment des top 20, des top grands crus. En moyenne, un grand cru est revendu 6 à 7 fois avant d'être consommé. Donc, il y a un vrai marché secondaire, il y a une vraie problématique et il y a une vraie notion d'investissement. Si on doit donner un chiffre, en moyenne, le retour sur investissement pour un grand vin varie entre 5 et 10%, donc aux alentours des 7-8% de retour sur investissement par an. Okay. Tout à fait. Et sur des spiritueux, ça peut être supérieur. Sur certains indices de single malt écossais, par exemple, on a des ROI qui sont plutôt, donc ROI, Return on Investment, retour sur investissement, de 12 à 15%. Oui, single malt, le whisky irlandais, évidemment, enfin, il n'y en a pas qu'en Irlande, mais bon, en tout cas, le whisky, c'est intéressant d'ailleurs, je ne savais pas, les spiritueux, donc cognac, whisky, rhum, etc., se conservent beaucoup mieux. Il n'y a pas forcément... Oui, ça plus facilement. Ouais. C'est le degré d'alcool qui fait ça. Le spiritueux, en règle générale, est beaucoup moins sensible aux écarts de température. La vraie difficulté pour le vin et les spiritueux à moindre échelle, c'est l'écart de température. Donc le chaud, c'est pas bon. Le froid, c'est pas très bon non plus. Mais le plus mauvais, c'est les différences de température.
C'est ça qui va oxyder le vin et la vie. Mais alors donc Louis, imaginons que maintenant je veux acheter du vin en investissement, c'est-à-dire pas pour le boire mais pour le revendre à un moment donné. J'achète ça où? Chez le caviste du coin? Alors ça, c'est ce qui s'est fait pendant des années, aller acheter le vin chez le caviste, voire chez certains producteurs. Alors encore une fois, c'est un marché assez complexe. Le vin et les spiritueux, il y a certains grands vins, notamment à Bordeaux, où il y a un système de distribution particulier. Vous ne pouvez pas acheter une bouteille de vin directement chez le producteur. Si vous allez chez, je sais pas, Château Cheval Blanc, du coup, LVMH, vous ne pouvez pas arriver là-bas. Déjà, les portes ne sont pas forcément ouvertes au public et il n'y a pas de boutique sur place. Donc, vous allez devoir acheter ça à un caviste. Il y aura eu un certain nombre d'intermédiaires entre-temps. Et évidemment, vous pouvez acheter la bouteille de vin donc pour la consommer. Et si le but, c'est de l'acheter pour la revendre, évidemment, c'est une possibilité. Le seul problème, c'est la liquidité. À qui je la revends après? Cette personne à qui je vais la revendre, elle n'a pas la garantie que cette bouteille a été bien conservée ou que c'est une vraie. Puisque de par mon expérience, j'ai travaillé 7 ans dans le négoce de vin depuis la fin de mes études. Et j'ai vu qu'il y avait quand même, et puis il y a des statistiques là-dessus, notamment des douanes, il y a une énorme part de marché qui disparaît, notamment à cause des contrefaçons. Donc il y a aussi cette problématique-là, des fausses bouteilles. Donc dans les top grands crus, encore une fois, on parle de Pétrus souvent, etc. Il y a parfois jusqu'à 30, même en Chine, 50% de bouteilles en circulation qui sont des fausses. Donc, donc c'est du vin qui est fait en Chine, sur lequel on met une étiquette Château Pétrus. Alors, il y a 2 techniques chez les faussaires. La première technique, ça va être tout à fait de copier la bouteille de A à Z, donc du verre jusqu'à l'étiquette. La deuxième technique, un peu plus maligne, si je puis dire, ça va être d'aller récupérer des vraies bouteilles et de les remplir avec un autre liquide. Et certains ont poussé. Il y avait un Malaisien qui s'est fait attraper il n'y a pas très longtemps, qui était surnommé le roi des faussaires, et qui mettait des vins quand même de bonne qualité. C'est-à-dire qu'un Pétrus, imaginons que ça vaut à peu près 1000 €, il mettait quand même des vins de la même appellation à une centaine d'euros pour que la supercherie Donc il y a cette vraie problématique de contrefaçon. Il faut un certificat d'authenticité aussi, comme pour une œuvre d'art finalement, pour un vin? Alors oui, c'est toute la problématique et je pense l'objet aussi de ce podcast, c'est de montrer quelles sont les solutions pour lutter contre la contrefaçon. Et c'est l'une en effet des problématiques à laquelle la blockchain et les NFT répondent. Mais avant d'arriver à la solution, moi j'aimerais bien qu'on fasse marche arrière, on revient au problème. Attends, que je comprenne. Donc, si je vais acheter, je vais à Bordeaux, je vais chez un caviste, j'achète une dizaine de bouteilles de vin, vraiment de très bonnes bouteilles. Il me donne un certificat? Bah non, il n'aura pas de certificat. Après, ok. Les cavistes à Bordeaux, là, on réduit le potentiel de contrefaçon puisqu'on est à Bordeaux, que les cavistes bordelais, en général, ils ont pignon sur rue et c'est des gens qui travaillent très bien. Parce qu'on reçoit une facture. On reçoit une facture. On reçoit une facture. Oui, voilà, il y a une facture, mais il n'y a pas de preuve que la bouteille est bien une vraie. Mais si tu achètes des bouteilles de vin, il te fait une facture, tu rentres ça dans ta société, le jour où tu revends, le type à qui tu as vendu te dit attendez, votre vin, il vaut rien, c'est pas du Château Pétrus. Tu peux pas te retourner contre le caviste. Le caviste, il peut très bien te dire, mais attendez, mais prouvez-le que c'était... Donc, il n'y a pas vraiment de recours, je dirais. Non, il n'y a pas de recours. Et au-delà de la contrefaçon, il y a aussi les conditions de stockage. Le caviste peut avoir racheté sa bouteille à un particulier qu'il a mal conservé. Et le vin, du coup, a plus de chances d'être oxydé, abîmé, etc. Et là, encore une fois, il n'y a pas de retour. On ne peut pas appeler la propriété et dire mon vin est oxydé. Okay. La marque n'est pas responsable. Ouais, en fait, l'idéal, j'imagine, ça serait de pouvoir dire j'achète directement au Château Pétrus. Bonjour, Claudia Lema, 50 bouteilles s'il vous plaît. Mais je ne vais pas les boire, je vais les vendre dans 5 ans. Vous me les gardez? Ça serait la formule idéale. Ce serait la formule idéale. Le problème, c'est que les châteaux, en règle générale, n'aiment pas qu'il y ait forcément trop de marché secondaire. Ils savent qu'il y a un marché secondaire, mais ils vendent vraiment dans le but que le vin soit consommé. Donc ils ne se leurrent pas, ils savent très bien qu'il y a un marché secondaire, mais en effet, si c'est pour une revente, là, la propriété vous dira non. C'est un système qui se voit très bien en Bourgogne, par exemple, c'est donc le système des allocations. Mais en effet, le producteur, quand il vend sa bouteille à un consommateur, il s'attend à ce qu'il la boive, pas à ce qu'il la revende forcément. Ok. Donc, ils n'aiment pas trop qu'on spécule sur leurs produits. Non, pas vraiment. Voilà, c'est ça. Le but, c'est pour eux, c'est que le vin soit bu, ce qui est normal. D'autant plus que sur la spéculation et sur la revente et sur le marché secondaire, ils ne touchent pas d'argent. Problématique. Et c'est là que le Web3 entre en scène. Aussi. Ok.
Donc, on a identifié les problèmes, transport, stockage, contrefaçon, prouver la traçabilité et l'origine, en fait, la traçabilité et certification. Il y a d'autres problèmes qui en découlent. Hein. C'est-à-dire que quand on parle du marché secondaire, donc je vous ai dit, le vin est revendu plusieurs fois, etc. Il y a aussi l'empreinte écologique. C'est-à-dire que quand un vin, un Pétrus ou autre, est vendu une première fois à Londres, ensuite en Belgique, et puis ensuite à Hong Kong et revient, etc., déjà, il peut être abîmé, et ensuite, il a une empreinte écologique qui est très mauvaise. Et oui. Donc ça, c'est une problématique. Et il y en a une dernière. Alors, il y a des problématiques du côté des producteurs et aussi des problématiques du côté des consommateurs. Et du côté des producteurs, parce que c'est de ça qu'on parlait, donc la contrefaçon évidemment, et puis aussi la visibilité sur la distribution, puisque aujourd'hui, le vin, alors là on parle du vin, pas des spiritueux, c'est la dernière industrie du luxe dans le monde dans laquelle la marque n'a pas de contact direct avec son consommateur. C'est ce que je disais juste avant, on ne peut pas aller acheter une bouteille chez Cheval Blanc, alors que vous allez chez Aston Martin, vous allez chez Louis Vuitton, etc., où vous êtes en contact, la marque est en contact direct avec son consommateur. Donc il n'y a pas de visibilité sur la distribution. Voilà. Ok. C'est intéressant parce qu'effectivement, en fait, celui qui a le consommateur, c'est le caviste, en fait, qui lui peut fidéliser d'ailleurs son client en lui proposant même plusieurs châteaux régulièrement ou en lui faisant découvrir. Il y a ça un peu dans l'art aussi. L'artiste est rarement en contact avec son client, c'est plutôt la galerie. Donc en fait, c'est l'intermédiaire qui possède le client, en tout cas qui a le fichier client. Dans le vin, il y a une multiplicité, il y a vraiment une multiplicité des intermédiaires. Pour l'exemple de Bordeaux, vous avez donc le producteur qui va revendre à un négociant, qui va revendre à un distributeur, à un importateur, etc. Donc il y a une myriade d'intermédiaires dans cette industrie. Et ça, c'est un problème pour la visibilité sur la distribution. Ouais. Et donc, on arrive à la blockchain. Donc, c'est quoi le point de bascule? À quel moment est-ce que tu te dis, tiens, la blockchain peut être une réponse à tout ça? Est-ce que c'est suite à un problème que tu as rencontré? Enfin, qu'est-ce qui a poussé ta réflexion? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, c'est un cheminement de longue date. Ça fait ce que je disais au début du podcast, 7 ans que je travaille dans l'industrie des vins et spiritueux. À l'origine, j'étais chargé de vendre des vins de Bordeaux pour un négociant à l'export, notamment en Asie. Et au départ, c'est parti presque d'une coïncidence, c'est-à-dire que je cherchais des nouveaux clients. Donc, quand je voyageais à l'export, la plupart des clients avaient déjà un fournisseur, etc. Donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver des nouveaux clients. Et j'ai vu, donc là, on est en 2017, qu'il y avait des détenteurs de crypto-monnaies. Moi-même, j'en avais acheté en 2017. Sauf qu'il y en avait qui en avaient depuis déjà plus longtemps et qui potentiellement pouvaient avoir envie de les convertir, soit pour diversifier leur patrimoine, ce que je disais au départ, puisque le vin est un actif à part entière, soit tout simplement pour se faire plaisir. On dit même que le vin, comme les voitures, les montres, peut être aussi un marqueur social. Et donc c'est là que j'ai commencé en fait à intégrer les paiements en crypto-monnaie dans le business des vins et des spiritueux, en créant dans ma boîte de négoce le premier site de vente en ligne à vendre en crypto-monnaie. Donc là on est en 2018. Et puis ensuite, assez rapidement, j'ai vu donc l'émergence de NFT, etc. Je me suis dit, je pense on peut aller au-delà dans l'expérience. Et il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit à pouvoir mixer entre le vin et le Web3. C'est premièrement l'aspect... en fait, le Web3, on dit souvent que c'est le web de la confiance. Et donc, dans l'univers du vin, il y avait soit la possibilité de la traçabilité, faire du vin en NFT, soit l'aspect communautaire. Et c'est par là que j'ai commencé. Donc, j'ai créé un club qui s'appelle Wine Bottle Club, et autour duquel j'ai fédéré en fait des gens sur cette passion commune. Et ensuite, lors de mes voyages, comme je vous le disais, j'avais pas mal de problématiques qu'on a évoquées. Et je me suis dit, je pense que là, il y a un tournant qui est en train de se dessiner. Et l'industrie du vin, au travers du digital, donc adosser un actif digital derrière un actif physique, a tout son sens. Oui, alors attends, revenons là-dessus, parce que le mot figital, et donc on a compris, c'est la contraction de physique et de digital. Ça, on en parle depuis 2 ans avec les NFT. Donc concrètement, chaque bouteille de vin, ton idée de proposer des NFT adossés à une bouteille, c'est que chaque bouteille de vin est représentée par un double digital. Et ce double digital est vendu en NFT. Donc quand on possède le NFT, on possède cette bouteille de vin en digital finalement. Et à tout moment, on peut réclamer la bouteille physique. C'est ça ? Tout à fait. Donc là, ça vient aussi résoudre des problèmes du consommateur, puisque en effet, il y a cette problématique du stockage. Où est-ce que je vais stocker mon vin? Alors si c'est juste une vingtaine, une trentaine de bouteilles, c'est assez facile. Mais quand il y en a beaucoup plus,
parce qu'on est un grand consommateur, parce qu'on fait de l'investissement justement, c'est là que vient se poser le problème du stockage. Et en l'occurrence, oui, nous, sur notre marketplace, l'idée, c'est quand on achète une bouteille, on achète également le jumeau digital, le double numérique. Et c'est le double numérique qu'on va pouvoir s'échanger quand on veut revendre la bouteille physique. Mais la bouteille physique, elle ne change pas, elle ne bouge pas de place. Elle est stockée où ? Voilà, elle est stockée soit chez le producteur, soit dans notre entrepôt accrédité en banlieue de Bordeaux. Les deux solutions sont possibles, ça dépend du choix du producteur. Et en fait, ça permet en effet de réduire l'empreinte écologique, de rendre le marché plus liquide, puisqu'en fait, un peu comme pour une carte Pokémon qui serait restée sous blister, on sait qu'un vin qui vient de la propriété, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, a plus de valeur, parce qu'on sait qu'il est stocké dans des bonnes conditions et que c'est un vrai. Donc ça, c'est le cheminement de départ. Donc soit je garde ma bouteille, soit je la revends, soit je me la fais livrer, troisième possibilité, au bout de X années, par exemple. Et dans ces cas-là, donc, on aurait pu détruire le NFT, mais on a choisi, nous, dans notre solution, de changer le visuel du NFT. Clairement que la bouteille, que le NFT n'est plus adossé. Et pourquoi on a fait ça ? C'est parce qu'il y a, dans le vin et les spiritueux, un marché un peu parallèle, qui est celui de l'échange des étiquettes. C'est de donner une seconde vie au vin. Donc, ces NFT ne sont plus backés ne sont plus adossés par des actifs physiques, mais ce sont des bouteilles qui ont été bues, par exemple. C'est une bonne idée parce qu'il reste l'image. En fait, c'est comme un concert. Quand on revient du concert, on garde le ticket de concert parce que ça rappelle des souvenirs. Et c'est comme, tu as raison, on pourrait garder le visuel de la bouteille de vin. Ça rappelle des souvenirs, même s'il n'y a plus du tout de bouteille derrière, finalement. Donc, mais attends, parce que moi, j'ai une question. Parce que Claudia, tu parlais souvent d'expérience, ça m'est venu l'idée de ne pas détruire le NFT, notamment de mes voyages en Chine, où les Asiatiques sont friands de ça, ils aiment bien montrer les bouteilles qu'ils ont consommées. Et en l'occurrence, avec le NFT, on peut prouver que cette bouteille a bien été détenue par cette personne. Oui, c'est presque un trophée. Et il y a un statut social, c'est ce que tu dis aussi. Socialement, c'est intéressant de dire à ses amis, voyez, j'ai eu telles bouteilles de vin et passées par moi. Donc. Mais d'ailleurs, quand tu vas dîner dans les grandes familles, tu as souvent un plat avec tous les bouchons qui traînent pour bien te montrer que ça a été bu. Donc là, c'est la même chose, c'est le bouchon digital, quoi. Mais moi, je voudrais revenir. J'aime bien rétro-pédaler chaque fois. J'imagine que tu dois avoir un énorme travail d'explication aux nouveaux clients qui mettent un pied dans le Web3, parce que moi, j'imagine que j'imagine que je ne suis pas dans le Web3, tu me proposes ta solution. En tant que consommateur, je me dirais, oui, mais attends, lui, il va stocker mes bouteilles à Bordeaux. Moi, j'ai investi pour 10 ans, mais dans 10 ans, je ne sais pas où il va être ce type. Donc, si ça tombe dans 10 ans, il est en faillite et mes bouteilles, moi, je me retrouve avec un joli NFT. J'imagine qu'il y a ce genre de crainte dans les consommateurs Web 2. Parce que quand tu es dans le Web 3, tu as bien compris les enjeux et voilà. Et tu passes peut-être plus facilement au-dessus de ces craintes. Mais quand tu viens du Web 2, que tu es un client plus classique, c'est, à mon avis, le genre de question que tu te poses. Mais je comprends tout à fait la question parce que moi-même, j'investis dans des actifs alternatifs et c'est vrai que pour certaines classes d'actifs comme l'or, moi, je suis plus rassuré d'avoir, alors c'est pas le cas, hein, mais des lingots sous mon lit que d'avoir de l'or papier. Donc c'est en effet une réflexion qui est légitime. À cette question, je répondrai deux choses. Déjà d'une, de manière très pragmatique, alors déjà on se muscle, c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on est en levée de fonds, etc., pour faire en sorte que la société perdure. C'était une évidence. Ensuite, évidemment, dans nos conditions générales de vente, on précise qu'on ne peut pas servir des vins des gens pour financer notre par exemple. Et la deuxième chose que je vais dire, c'est qu'en fait... Ni pour fêter la levée de fonds. Comment ? Ni pour fêter la levée de fonds. Exactement, ni pour fêter, ni pour oublier. Oui. Souvent, le vin peut être bu dans les deux conditions. Et non, ensuite, ce que je dirais, c'est qu'il y a toute une phase de transition, puisque là, la problématique, c'est ça, c'est comment faire en sorte d'aller chercher des clients qui sont des clients historiques du vin. Alors, nous, déjà, on va cibler de plus en plus des clients plus jeunes, entre 30 et 40 ans, ce qui plaît d'ailleurs beaucoup aux marques et aux propriétés. Renouveler en fait la clientèle plutôt que de fidéliser. Alors, on fait les deux. Et donc, dans nos acheteurs, puisqu'on a la marketplace est déjà active, en tout cas avec ses premières fonctionnalités, on a déjà de la data, on a déjà un track record, on sait quels sont déjà un petit peu les profils d'acheteurs. On a fait une première vente avec un grand château de Bordeaux qui s'appelle Malartic-la-Gravière, qui a été vendu en moins d'une heure, ça s'est très bien passé. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens du Web3 qui viennent s'intéresser au milieu du vin, mais on a également des gens du vin
qui ont acheté leur première NFT, justement parce que c'est un milieu en fait qui les rassure. Et ils ont vu ils aiment bien dire je sais plus ce qu'ils disent, des œuvres pixels, etc. Ils disent, bon, on comprend pas trop. Là, pour eux, en fait, c'est quelque chose de plus tangible. Plus concret. Alors, c'est plus concret. Certes, ça reste un actif digital, etc. Il y a une démarche un peu plus complexe, mais en tout cas, de cette manière-là, je pense, et c'est notre cas, mais ça doit être le cas de beaucoup d'autres industries, qu'on va en fait aller chercher l'adoption de masse, qui est un peu le souhait et l'objectif quand même aussi du Web3. Parce que si on reste dans le gaming, les cartes à jouer, etc., je pense que voilà, ça prendra peut-être plus de temps. Donc, au travers de projets comme les nôtres, les gens se sentent un peu plus rassurés. Et en tout cas, c'est à nous aussi de faire ce travail d'éducation. Ouais. Donc, on a... Alors, comment ils ont acheté le NFT? Parce que alors, si on a un wallet, j'imagine on connectait son wallet, évidemment. Mais sinon, est-ce qu'il y avait un autre système plus simple, j'imagine? Ouais, tout à fait. Donc, toujours dans une volonté de transition. Alors, encore une fois, les gens purs Web3 diront « Ouais, c'était dommage d'intégrer les paiements en monnaie fiduciaire, en euros, etc. » Pourtant, pour nous, voilà, c'est primordial pour accompagner cette transition qui mettra du temps. En effet, on a accepté les paiements et on accepte toujours les paiements en euros classiques, en carte bancaire, en fait. Oui, vous créez un wallet donc chez vous, en fait. Donc, vous hébergez le NFT en attendant que le client installe lui-même son propre wallet, c'est ça? Il y a plusieurs possibilités. Soit, en fait, ça dépend des solutions. Soit il y a un wallet qui est généré automatiquement, MetaMask. Soit, en fait, la personne, au moment de payer, en fait, va quand même devoir créer un MetaMask ou un wallet, un portefeuille crypto-monnaie. Et dans ces cas-là, on fait des tutoriels, etc. pour accompagner. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je suis d'accord avec toi, Claudia, on est encore un petit peu dans la jungle. Il n'y a pas encore de solution extrêmement simple, mais ça vient, en fait, je pense que les solutions seront développées à mesure que l'adoption de masse se fera. Et donc, en fait, voilà, on est un peu Juste pour finir, tu dis qu'ils avaient entre 30 et 40 ans, donc j'imagine que ton retour d'expérience, c'est que, ok, ils ont suivi un tuto et ils ont sans problème téléchargé ça et récolté le NFT pour cette génération-là. Ou ils avaient déjà. Ou ils avaient déjà un wallet même. Déjà, alors après, on a 30-40 ans, c'est une moyenne. Après, il y a des gens beaucoup plus âgés qui ont acheté des NFT. Mais c'est vrai que ça va tellement vite, en fait, le Web3. Pour les Web3 qui nous écoutent, on sait que ça marche par FOMO, donc Fear of Missing Out, les processus d'achat impulsif, les histoires de sold out rapide, etc. Et donc, c'est vrai que notre communauté Web3 a acheté très vite. Là, je parle du premier drop qu'on a fait sur Interstellar. Et la communauté Web2 classique a presque pas eu le temps, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train de... Maintenant, dans ta data, est-ce que tu peux déjà voir, parce que, bon, comme tu sais, moi j'ai un parcours, je viens du parcours utilisateur, donc je me mets toujours à la place de l'utilisateur. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je penserais si j'étais pas dans le Web3, je connaissais pas bien le Web3, mais quand même ça m'intriguait et que j'ai envie d'acheter du vin pour investir. Je me dirais certainement, ok, mais moi je veux bien acheter, je mets un pied dans le Web3 grâce à Interstellar, j'achète du vin. J'ai mon NFT, mais je n'achète du vin que s'il est stocké chez le producteur. Parce que le producteur, j'ai plus confiance qu'en un intermédiaire. Et donc, est-ce que toi, dans ta data, tu vois que tu vends plus facilement ton vin quand il est stocké, quand tu proposes un stockage chez le producteur ou chez toi? Est-ce que ça, tu peux déjà voir? Je ne sais pas encore. Je pense qu'il faut un peu de recul pour pouvoir avoir cette data. Là, en l'occurrence, notre premier drop a été lancé il y a quelques semaines, je disais, avec un grand cru classé de Bordeaux. Le prochain a lieu dans une semaine avec une grande maison de champagne qui s'appelle Carbone, qui est le fournisseur officiel de la Formule 1 et qui est en partenariat aussi avec Bugatti, Lamborghini. Donc, on est au départ, en fait, on est au début et nous-mêmes, en fait, on teste des solutions. On fait évoluer la marketplace avec les demandes, les feedbacks qu'on va pouvoir avoir. Donc, pour l'instant, je peux pas encore répondre. Ça serait intéressant, ça. Ah oui, d'ailleurs, tu parlais de producteur. Alors, quelle est la réponse du château qui produit le vin, à qui tu dis, voilà, vos bouteilles, elles vont être numérisées, mais vous allez les garder parce que les gens vont avoir le NFT, voire même ils vont spéculer avec ce NFT, parce qu'il est possible de le revendre, j'imagine. Ouais. Et tu disais préalablement que les châteaux n'aiment pas ça, la spéculation. Mais a priori, ils vont se douter que ça va spéculer un peu derrière. Ils le savent. Alors après, ça dépend de la marque, ça dépend du marché, etc. En règle générale, ils le prennent très bien. Alors, certains vont vouloir stocker à la propriété parce que justement, ils seront contents de pouvoir dire que le vin n'a même pas voyagé entre la propriété et notre entrepôt, à côté. Donc, il y a cette notion-là. Et puis, il y a la notion de volume aussi. C'est-à-dire que pour l'instant, on fait des petites collections, on teste le marché, on fait des éditions limitées, etc.
quand, et je l'espère, ça arrivera, c'est toute la production des châteaux qui sera NFTisée. Là, c'est autre chose. La propriété ne peut pas garder toute la production d'une année précédente, alors qu'il y a chaque année où ils ont des nouvelles bouteilles qui arrivent. Et le troisième élément, c'est que, je le disais tout à l'heure, la propriété, les marques vont pouvoir récupérer une certaine souveraineté sur le marché secondaire. Et évidemment, même si elles ne sont pas enclines à alimenter en fait le marché secondaire et la spéculation, elles seront tout de même contentes de pouvoir récupérer, et c'est ce qu'on propose avec notre marketplace, quelques royalties sur la vente du marché secondaire. Ça, c'est intéressant. Intéressant, ça. Ça, c'est intéressant parce que d'un côté, ça doit leur coûter cher de stocker les vins. De l'autre côté, elles gagnent à toutes les étapes. Alors d'abord, elles sont en contact direct avec le client, d'abord, enfin avec le wallet du client déjà. Oui, et en tout à plus, fait. Si le client revend, elles prennent une commission sur la revente. Exactement. Donc là, il y a une commission qui bien entendu est bien acceptée dans la communauté, parce que ça paraît logique que la marque récupère une petite partie en fait de la vente du marché secondaire. Et pour rebondir sur ce que disait Claudia, ça ne leur coûte pas d'argent de stocker, puisque c'est le consommateur qui finance le stockage. Ah, tu peux expliquer ça? C'est-à-dire qu'en fait, alors, le vin, ce qu'on dit souvent, le vin avec le temps se valorise, mais ça a aussi un coût de garder le vin. Donc oui. Le coût du stockage, il n'est pas forcément énorme, mais il n'est pas négligeable. Et donc ça, en fait, sur notre marketplace, chaque année, chaque mois, en fait, c'est un abonnement. En fonction du nombre de bouteilles qu'on a, on va payer de stockage. Oui, c'est comme les lingots d'or. Tu payes aussi le stockage, là où tu l'achètes. Oui, mais c'est intéressant ces nouveaux business models qui se transforment. On a fait un podcast, je pense que c'est il y a 15 jours, sur justement l'achat d'or. Et donc, même chose, tu achètes ton NFT, le lingot d'or ne quitte pas le coffre. Et en fait, c'est légitime de se dire, oui, ok, j'ai un NFT, l'information, ça certifie ma propriété, mais je reste quand même en danger. Tant que l'intermédiaire qui stocke mon or est en bonne santé, c'est super. Si cet intermédiaire à un moment donné n'est pas en bonne santé, je suis propriétaire de plus rien. Et donc, cette adoption massive, elle va devoir passer au-dessus de ça. En fait, c'est le moment critique. C'est que quand tout le monde fonctionne comme ça, alors c'est la normalité, on ne se pose pas de questions, et c'est le risque à prendre, comme quand tu achètes une action Google, tu as le risque qu'elle descende, qu'elle chute. Et tout le monde assume ce risque. On a tous encore, en tout cas nous, notre génération, j'achète, je veux, je dois posséder. Et donc, ne pas le posséder, ça crée le risque en fait. Et donc il y a vraiment ces quelques années où on va devoir travailler sur l'adoption justement. Et la confiance. Et sur la confiance, ouais. Voilà. Je pense que la confiance est très importante. On a pu le voir, et ce raisonnement est transposable aussi pour les crypto-monnaies. Il y a eu des scandales, il y a eu des arnaques. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, en fait, on a des solutions qui se mettent en place, comme le proof of reserve, donc la preuve de réserve par les exchanges, les plateformes de crypto-monnaies. On peut imaginer, et c'est ce qu'on va mettre en place, le même système pour le vin, même pour les lingots. Je ne sais pas ce que font ces prestataires-là, mais en effet, avoir une relation avec le client qui permette en fait d'être en totale confiance, en le mettant dans les bonnes dispositions, en expliquant, en se mettant en scène aussi. Le but, c'est pas d'avoir, nous, notre société, elle est immatriculée en France. On n'est pas, je ne sais pas, au Panama, à Dubaï ou je ne sais où. Encore que, il y a des sociétés qui sont immatriculées là-bas qui doivent être très sérieuses, mais voilà, nous, on fait tout, en tout cas, pour avoir cette relation privilégiée avec nos consommateurs. On les écoute, on a au travers de notre Discord, de nos réseaux sociaux, etc. Donc ça, je pense que ça alimente. Et au-delà de ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'idéal pour nous, en effet, c'est que le vin soit stocké directement dans les châteaux qui ont une histoire de plusieurs siècles parfois, pour lesquels la confiance, elle est déjà actée. Donc voilà, cette notion de confiance est très importante. Oui, ça c'est génial, parce que j'imagine, j'achète un Cheval Blanc ou un Pétrus et tu me dis que ma bouteille est stockée chez Pétrus, c'est carrément la gloire, quoi. Enfin, ça fait rêver, ça fait vraiment rêver. Dans le storytelling, c'est top. Ouais. Il faut bien donc qu'on comprenne bien, parce que moi j'aime beaucoup ça, le figital, la tokenisation. Donc cette bouteille de vin, mettons que j'achète une bouteille donc chez toi, chez Interstellar, j'allais dire Interstellar, mais j'ai compris le jeu de mots d'ailleurs. Et ce NFT, je peux le transmettre, l'envoyer à mon fils.
fils l'envoyer à un ami et lui dire tiens, je t'offre une bouteille de vin, mais elle n'est pas dans un sac, elle est dans ton wallet et fais-en ce que tu veux. Alors lui, soit il peut, lui ou elle d'ailleurs, soit il peut réclamer sa vraie bouteille. Donc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un NFT redeemable, donc échangeable. En fait, c'est un bon d'échange, quelque chose comme ça. Et le NFT, donc je vous envoie un message et vous me dites ok, donc envoyez-nous le NFT sur notre wallet et je reçois la bouteille de vin par FedEx, j'imagine, un transporteur. Et donc, ou alors je garde le NFT 10 ans et après je dis tiens, 10 ans après, Cheval Blanc, ça vaut beaucoup plus cher et donc je revends sur le marché. Tout à fait. Et c'est une très bonne remarque. En fait, on est dans l'ère. Alors, avant, c'était l'ère de la propriété physique, etc. Aujourd'hui, on est plus dans l'ère des collectibles, l'échange de différents items, etc. Et ce qu'on va pouvoir en fait avoir avec les NFT, c'est même la possibilité potentiellement d'échanger. Alors, évidemment, une bouteille de Cheval Blanc, je vais t'échanger contre une caisse ou un carton de 6 de whisky, etc. Donc là, on rend en fait la liquidité plus importante dans l'échange, mais également aussi, pourquoi pas, avec des NFT d'autres collections, même d'autres objets. Oui. C'est canon. Alors ça, c'est canon, parce qu'effectivement, on en parlait avec le groupe Casino. On imaginait qu'un bon d'achat chez Casino pouvait être échangé un jour contre un NFT, un collectible. Ou contre des points Leroy Merlin. Ou contre des points, oui, ou contre Air France. Et un jour, pourquoi pas, effectivement, ta bouteille de vin, je pourrais l'échanger contre des bons Air France, enfin des miles. Oui, parce que sur ta marketplace, en fait, c'était la conversation avec Casino. Donc, toi, tu crées ta marketplace. Je peux échanger ma bouteille de vin contre une autre bouteille de vin. Et avec le podcast Casino, on se projetait dans l'avenir et elle disait, c'est très intéressant, elle disait, mais il y aura des marketplaces où tu pourras échanger ta bouteille de vin parce que moi, j'ai reçu une bouteille de Château Pétrus, mais je ne bois pas d'alcool. Je pourrais les échanger contre des points Air France ou, tiens, je fais les travaux chez moi, contre des points Leroy Merlin. Et en fait, parce que parfois tu reçois, je prends toujours cet exemple, moi, je suis cliente chez Intermarché, j'adore les produits locaux et tout, et chaque fois je reçois des bons à la caisse, des points, toujours avec des produits, mais qu'on n'aime pas. Et donc, du coup, je déchire mes bons. Et en fait, je suis frustrée parce que je me dis, mais enfin, ils ont une data incroyable sur moi et ils sont toujours en train de me donner des trucs dont j'ai pas besoin. Et donc, il y a une espèce de frustration où tu te dis, mais je suis pas récompensée en tant que client. Mais si demain, ils me donnent des pâtes Panzani et que un bon pâte Panzani et que je peux les échanger contre un Château Pétrus, évidemment, ça change la donne. Il va falloir quelques containers de... Mais moi, j'aimerais revenir sur ta première vente. Tu as vendu combien de bouteilles ? Alors, la première vente, c'était 150 Magnum, donc ça correspond à 300 bouteilles de 75 centilitres, et c'était une barrique. C'est une barrique, en fait, contient 300 bouteilles, vraiment spécifique, qui a été chauffée à la pierre de lave avec un tonnelier qui s'appelle Maison Moussier, qui fait des très belles barriques. On a vendu ça en moins d'une heure, et ce qui est d'ailleurs drôle, tu parlais avant de donner, d'échanger, etc., c'est qu'on a pas mal de nos clients aussi qui sont des professionnels, parce que justement dans le vin il y a aussi, et dans le vin et les spiritueux, il y a aussi cette notion de transmission, donc soit filiation, je suis le père va donner à son fils, etc. Soit également dans les entreprises, je vais récompenser au travers de mon CE mes meilleurs employés ou certains de mes clients, mes collaborateurs, et en fait c'est beaucoup plus simple de leur airdropper un NFT d'une bouteille qu'ils vont recevoir sur leur wallet. C'est quand même une démarche qui est sympa et qui est rendue beaucoup plus simple grâce à la blockchain. Ouais, quand on est comme nous addict de NFT, ou moi aussi je check sur OpenSea la liste. T'es surtout addict de vin, toi. Addict de vin aussi. Mais je check sur OpenSea mes actifs, donc ce que je possède en virtuel, donc des collectibles, un NFT Lacoste et un NFT du vin, j'aimerais bien effectivement. C'est aussi un marqueur social, et puis c'est aussi, si on pousse la réflexion carrément très loin, nous on croit que le digital va prendre de plus en plus d'importance, et finalement est-ce qu'un jour j'aurai vraiment besoin d'avoir la bouteille de vin en physique? Pas forcément. Si c'est de l'investissement, non. Alors, mais après, il faut la boire quand même. Moi, je reviens toujours à ce point-là, et c'est ce que je dis aussi aux marques, c'est que, voilà, tout de même si, alors on n'en a pas encore parlé, il y a aussi tout un développement du métaverse, etc. Nous, le but, toutes nos bouteilles sont modélisées en 3D intégrées dans le web, c'est-à-dire que les assets ne sont pas des photos, ce ne sont pas des vidéos, ce sont carrément les assets dans 3 dimensions des bouteilles. Elles vont pouvoir être transposées dans une cave virtuelle, donc c'est le projet sur lequel on avance pas mal en ce moment. Mais in fine, le vin quand même c'est un moment de partage. Le vin en fait donc ce que je disais, c'est la transmission, puis c'est aussi le partage il est au cœur des relations sociales tout de même, que ce soit les relations amicales, aller boire un bon verre avec ses amis,
les relations professionnelles, conclure un deal autour d'un dîner, ou les relations amoureuses. On regarde, par exemple, si on regarde James Bond, chaque fois qu'il y a une mention au vin ou au cocktail, c'est toujours une scène de séduction. Donc le vin est quand même au cœur des relations sociales, physiques. Donc alors oui et non, je vais te challenger parce que moi j'adore effectivement le vin, la gastronomie. Le vin, la gastronomie, la nourriture, on peut aussi bien la consommer qu'en parler. Et moi j'ai parlé avec des amateurs de vin qui pendant 2 heures te parlent d'un vin sans le goûter. Et donc, je te pousse un peu exprès dans tes retranchements pour imaginer le métaverse de demain en disant est-ce qu'on va pas pouvoir finalement jouir d'une bouteille de vin simplement en regardant l'étiquette qui va te renseigner sur le château, sur l'histoire multiséculaire du château, etc., quoi. Oui, mais dans le but de faire saliver, parce que même là, on parle de vin depuis 3/4 d'heure, il est presque 18 heures, je commence à avoir le vin à la bouche. Je pense qu'in fine, quand même, la consommation, c'est quand même, avec modération évidemment, c'est important de retrouver les gens physiquement. Ouais. Mais en effet, il y a plein d'évolutions qui vont avoir lieu et c'est pour ça aussi que l'expérience utilisateur est très importante. Ce qui attire aussi les marques et les producteurs, les châteaux dans notre concept, c'est qu'on va viser une clientèle un peu plus jeune. C'est en effet, on peut imaginer plein de choses, des dégustations de vin où on va parler du vin, etc. sur un métaverse, mais où on aura reçu par exemple la bouteille physique au préalable et on sera le vigneron qui fera une dégustation en live, etc. Donc il y a plein de possibilités. Ouais, en plus, ce que tu dis, c'est que ça va inciter les gens à visiter les châteaux. Moi, j'ai vu ça dans le monde de l'art, où effectivement, on pensait tous que les gens allaient se détourner de l'art physique, de détourner des galeries, et on s'aperçoit que les gens dans l'art digital veulent voir de l'art digital en physique dans des galeries. Et je suis persuadé que les NFT de vin vont inciter les gens à faire la route des vins, à prendre leur voiture, à aller dans les châteaux, rencontrer le vigneron, voir les barriques. Ça, pour moi, c'est une certitude. Ouais. Concrètement, si je veux acheter du vin, enfin mon NFT, je vais donc sur ta plateforme, j'y arrive comment ? Donc moi je suis dans le Web 2. Alors pour aller sur notre site, c'est très simple, il suffit d'aller sur le nom de domaine interstellar.io et en fait régulièrement, alors là au début on commence avec des drops successifs. Un drop, c'est en fait à la différence d'un airdrop qui est une distribution gratuite de NFT, un drop c'est une vente de NFT et donc on collabore avec des marques. Je vous le disais, la première a eu lieu il y a quelques semaines. Là si on est en mai, donc là, il y a un prochain drop qui aura lieu sur un champagne, le champagne carbone, ce que je vous disais. Ensuite, des spiritueux, etc. On a plein de marques différentes au départ. Le but, c'est de lancer un petit peu la marketplace. Et ensuite, il suffit, donc, comme je le disais, soit de connecter son wallet, soit de payer en carte bleue. C'est relativement simple. Et on fait beaucoup de communication autour du château ou du spiritueux avec la marque et elle-même également. Le but, c'est vraiment de parler de la marque. Ce qu'on disait juste avant avec Benjamin, c'est vraiment d'abord faire saliver les gens un petit peu, mais à juste titre, c'est-à-dire en fait, avant d'acheter quelque chose, savoir ce dans quoi je me lance, quel est l'historique, etc. Parce qu'il y a toujours beaucoup d'histoire dans ces marques-là. Et donc voilà, après le processus d'achat est très simple. Sur l'investissement, donc en moyenne, je te demande pas une prévision, c'est impossible en finance, mais si j'achète donc une bouteille de champagne là, dans ton prochain drop, oui. Tu dis que l'investissement, donc il a été constaté ces dernières années que l'investissement moyen, enfin le retour sur investissement moyen était de 7% par an. Plus. En moyenne, je sais pas, entre 5 et 10. Il y a différents indices. Si on prend l'indice du LiveX 100 ou 1000, LiveX c'est un indicateur qui est assez connu. Hein, bon, c'est ça, on tourne entre 5 et 10%, donc je dirais 8% en moyenne de retour sur investissement annuel. Donc tout simplement, je pourrais acheter mon NFT, attendre patiemment. J'attends 1 an, j'ai 7% en moyenne, 2 ans, encore 7% chaque année, etc. Et après, je le revends. En revanche, en termes de liquidité, donc la liquidité, c'est de trouver un acheteur facilement. Est-ce que tu penses sur ta marketplace, l'idée, j'imagine, c'est que je puisse trouver dans 2 ans un acheteur facilement de mon NFT au champagne? Et en fait, pour revendre un actif sur un marché secondaire, quel qu'il soit, que ce soit le vin ou autre, il y a 2 paramètres qui sont importants. Le premier, c'est avoir la marketplace techniquement, c'est-à-dire techniquement pouvoir revendre le NFT là en l'occurrence. Donc ça, c'est le cas. C'est ce que je disais tout à l'heure à Claudia. Aujourd'hui, Interstellar est incubé, accéléré par Pirates Lab, qui n'en est pas à son coup d'essai sur les marketplaces. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Et l'autre facteur qui va être important, c'est en fait pouvoir faire comprendre aux gens que l'actif qui est revendu sur le marché secondaire est bien un vrai. On parle vraiment de provenance, c'est quelque chose qui est très important dans le vin.
c'est ce que je disais tout à l'heure, n'importe quel actif comme une carte Pokémon sous blister a plus de valeur. Et là, en fait, ce qui est ex-château, donc ex-château, ça veut dire comme venant du château et prouvé qu'il a été conservé dans des bonnes conditions, etc. Donc, il y a vraiment l'aspect technique et l'aspect de valeur pour la liquidité. Ok, c'est intéressant. Et alors aussi, pendant que tu parlais, je réfléchissais, je me dis, tu sais, il y a des vins qui sont bons si tu les gardes 3 ans, 5 ans, 10 ans, d'autres 15 ans. Moi, je suis 15 ans, je sais pas, mais si j'investis de l'argent en me disant, ok, j'investis dans du vin et j'oublie ça, comme si j'avais acheté du Bitcoin et j'oublie, on ira voir dans 10 ans. À quel moment je sais que je dois revendre pour être sûr d'avoir un bon retour sur mon investissement? Parce que si je le garde trop longtemps, mon vin risque de ne plus être bon. Alors, oui, c'est une bonne remarque. Pour autant, même si certains vins sont extrêmement vieux et sont très certainement oxydés ou n'ont plus de goût, ça va intéresser un autre type de clientèle qui sont les collectionneurs. Donc, certains collectionneurs vont vouloir acheter un Château Latour de 1902. Pour autant, un vin qui a plus de 100 ans, je pense qu'il y a peu de chances qu'il soit encore buvable, sauf s'il s'agit d'un vin avec un gros taux de sucre résiduel. Donc, tous les vins liquoreux de Sauternes, les Château Yquem, etc. peuvent vieillir beaucoup plus longtemps parce que c'est la propriété du sucre, un taux de miel ne périme jamais. Donc il y a cette notion-là qui va être intéressante. Et après, donc c'est une bonne remarque. Là, on parle vraiment de la garde des vins. Alors, il faut savoir que la plupart des grands vins sont des vins de garde. Alors, certains peuvent se boire sur la jeunesse, mais en règle générale, il faut attendre pour que le vin se soit ouvert et donne une pleine expression de ses arômes. Il va falloir attendre entre 7 et 8 ans. Okay. C'est une moyenne. Parfois, c'est plus tôt, parfois, ça peut être 15 ou 20 ans. Et donc, ça me permet de faire une remarque qui est, je pense, assez importante. Le marché secondaire se prête en effet à une certaine gamme de vins, des vins qui ont un potentiel de garde et qui ne sont pas des vins de consommation régulière. Donc en tout cas, pour l'instant, l'utilité, elle va être surtout sur des vins assez de moyenne gamme à haute gamme. Ouais, rappelons que le vin de garde est conçu dès le départ pour être bu une fois qu'il a vieilli. En fait, on sait très bien, les producteurs de vin vous disent c'est un vin de garde, donc surtout n'ouvrez pas la bouteille avant 3-4 ans minimum, quoi. Hein. C'est-à-dire que sinon c'est moins bon. Enfin, clairement, c'est même pas bon. Enfin, c'est un peu ce qu'on appelle un peu fermé. Donc les vins qui ont des gros potentiels de garde, comme les vins de Saint-Estèphe par exemple, ou les vins de Pauillac, ont un grand potentiel de garde, mais il va falloir en effet attendre plusieurs années pour qu'ils soient pleinement consommables. Bien que l'expérience, en fait, ce qui est sympa dans les vins de garde, c'est que vous allez pouvoir les déguster à différents stades, différentes années, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, vont avoir une expression différente. Mais c'est pas pour autant que les vins qui ne sont pas des vins de garde ne sont pas des bons vins. Il y a des vins qui sont la jeunesse, qui sont très bons et qui sont destinés à ça. Et voilà, c'est un autre type de vin. Mais c'est intéressant, je ne savais pas non plus. C'est intéressant. Tu dis une fois que votre vin, même si vous avez attendu trop longtemps, vous inquiétez pas, il y aura derrière des collectionneurs qui s'intéressent à l'objet en lui-même, qui ne veulent surtout pas le boire. Et oui, parce que en fait, et là c'est un mécanisme qui est aussi un peu empreint ou inversement des crypto-monnaies ou du Bitcoin en l'occurrence, c'est une offre limitée, parce que le vin a une offre limitée, et du coup une demande qui est accrue, nécessairement ça fait augmenter la valeur. Et donc plus on avance dans le temps, moins il y aura de volume sur des vins qui sont très anciens. Et c'est pour ça en fait que les collectionneurs s'y intéressent. Bon. Ok, je pense qu'on a... c'est intéressant, en tout cas, ça va donner on va suivre ça de près. Le vin, c'est du luxe. On a vu dans le luxe beaucoup d'initiatives. Donc, tu parlais de Vuitton. On sait qu'il y a une blockchain du luxe avec le groupe Richemont et Vuitton pour justement que tous les sacs à main soient gravés, identifiés dans la blockchain, certifiés pour éviter les fraudes. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircissements. On va suivre les drops de près. Alors moi j'ai noté donc les liens pour que les gens puissent aller voir la marketplace. J'ai noté aussi ton lien LinkedIn s'ils veulent t'écrire. Et s'il y a d'autres liens, n'hésite pas à me les envoyer, je les noterai dans la description. Et c'était vraiment très intéressant. Ouais, merci Louis. Beau projet. Beau projet, on va suivre ça de très près. Donc nous, on a un site web, nous aussi, nftbusiness.tech, sur lequel vous retrouverez les anciens podcasts et puis la possibilité de s'inscrire à notre newsletter. Et même de nous acheter un NFT s'ils ont envie. Et nous aussi, on a des NFT. Nous aussi, on en a droit aussi au bonheur. Hein, nous. Donc voilà. En tout cas, merci Louis. Et tu seras en ligne d'ici quelques semaines. On te tag évidemment sur les réseaux.
Super, merci à vous. Voilà.